Mesdames et messieurs, bonjour ou peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans tout le cas, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre magazine Politis sur Géopolis qui parle effectivement, on fait le décryptage de l'actualité politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo et au-delà. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Henri Mutombo qui est chercheur en fiscalité et géostratégie, acteur politique, membre de l'Union sacrée de la nation, de Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Mutombo, bonjour. Bonjour Monsieur José Wawa, merci beaucoup de cette invitation. Ça faisait quand même très longtemps que je ne vous avais plus jamais revu et merci de ce que vous avez souhaité que je sois là pour que nous puissions parler de l'actualité politique. Effectivement, vous en parlez avec Dieudonné Boanali, qui est chroniqueur économique à Géopolis et également analyste politique au sein du groupe de presse Géopolis Forum. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Zigno-Roara, merci de m'avoir honoré pour participer à ces premiers numéros de votre émission. Voilà, comme vous savez, l'actualité politique dans notre pays réside et est toujours cristallisée autour de la situation politique et sécuritaire à l'est de la RDC, notamment la dégradation de la situation politique autour et dans la ville de Goma et qui a provoqué des manifestations un peu partout à travers le pays, notamment dans la capitale Kinshasa et dans des grandes villes du pays où on a observé des scènes de pillage, beaucoup de débordements que la police a eu vraiment du mal à contenir. Et on en parle d'abord, la première question à notre invité principal, Henri Mutombo. Comment avez-vous vécu la situation aujourd'hui? On parle de scènes de pillage dans la ville de Kinshasa principalement. Oui, merci beaucoup. Ben, écoutez, vous savez, c'est l'expression d'un peuple meurtri. Cette spontanéité, parce que ça n'avait pas été préparé de cette façon, cette spontanéité, comme je viens de le dire, est l'expression du ras-le-bol, d'un peuple meurtri, d'un peuple abandonné à son triste sort par ceux qui avaient voulu que le monde soit régi par le droit international, mais qui, malheureusement, laisse violer cette loi. Et les Congolais se sont vus abandonnés à leur triste sort par certains fils de l'Afrique. Et c'est pour cette raison que les Congolais, aujourd'hui, au regard de ce qu'ils subissent depuis plus de 30 ans, à la partie orientale, notamment à l'est de la République, cette guerre d'agression nous imposée injustement par le Rwanda, qui n'est qu'une tête de pont de l'Occident. Et aussi, vous savez, depuis la chute des Bunagana jusqu'à ce jour, comment dire, le Rwanda, avec ses supplétifs du M23, le Rwanda qui ne se cache plus, malgré tous les rapports des experts des Nations Unies le pointant du doigt comme étant le soutien crucial, le soutien annoncé des terroristes de M23, dont il s'est montré évidemment prêt à entrer à Goma, pensant que nous étions encore en 2012 ou en 96 pour s'emparer de la capitale du Nord Kivu. Et donc, c'est-à-dire cette folie, ce cynisme du président rwandais n'a pas laissé les Congolais indifférents. Et comme nous sommes un peuple, comme nous sommes ce peuple qui aime l'unité nationale, comme nous sommes ce peuple qui ne peut laisser l'Est de la République démocratique du Congo, c'est comme ça que vous avez vu ce peuple, notamment ici à Kinshasa, debout pour pouvoir dire non à cette guerre d'agression. Parce que je voudrais préciser une chose, c'est que cette spontanéité, cette révolte que vous avez vue à Kinshasa, ça n'est pas non plus une riposte d'un camp politique contre un autre. Ça n'est pas une riposte clivante. Il n'y a pas de clivage. C'est le peuple congolais dans son unité qui s'est levé pour dire non à la guerre d'agression que subit notre pays depuis plus de 30 ans. Et donc voilà, bon, les scènes de pillage, je crois qu'il faudra mettre un peu d'eau dans votre vin, monsieur le journaliste, il faudra nuancer. C'est les Congolais qui ont identifié les puissances occidentales dans notre pays, qui doivent faire respecter le droit international, comme j'ai dit au début ici, mais étant entendu que cela n'est pas fait,
C'est comme ça que nous avons vu nos compatriotes aller, par exemple, faire des manifestations de grande envergure devant certaines ambassades occidentales. Et ils y ont mis le feu devant les barricades. Donc, ils étaient vraiment aux avant-postes pour pouvoir mener cette colère pour dire « Vous ne faites pas votre travail, vous vous mettez aux côtés du Rwanda, vous vous limitez à pondre des déclarations vides et creuses. » Et voilà, parce que d'année en année, ce sont les mêmes refrains que nous écoutons, des condamnations qui ne sont jamais suivies d'action, par exemple, de pouvoir sanctionner le Rwanda. Donc ça a été effectivement voilà, cet événement qu'on a vu, cette colère qui s'est déversée sur ces puissances qui, en principe, devait faire réfléchir le président rwandais, mais malheureusement, comme cela n'a pas été fait, et le peuple congolais, notamment les Kinois, se sont comportés de cette façon. Alors, vous parlez justement, apparemment vous comprenez en tant que politique, et vous parlez qu'il fallait relativiser la situation, on parle de scènes de pillage, parce que les reporters de Géopolis sont descendus, effectivement, ils ont constaté, notamment au niveau de l'ambassade du Rwanda, qu'il y avait effectivement des débordements. Vous avez cité l'ambassade de France et aussi d'autres représentations diplomatiques où il y a eu beaucoup de débordements de manifestants. Est-ce que parlons par exemple de la France ou des Nations Unies où il y a eu des tentatives de pénétration dans le siège des Nations Unies à Kinshasa, l'immeuble de l'Osona pour ne pas le citer. Est-ce que les déclarations de ces dernières semaines, de ces 2 derniers jours, n'ont pas suffi finalement pour montrer effectivement que les Nations Unies sont avec la RDC, du fait qu'il y a eu condamnation formelle et la citation directe du Rwanda comme l'agresseur de la RDC sur base des rapports qui ont été fournis? Et vous savez, la foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas d'âme. On ne peut pas vouloir raisonner les gens qui sont habités par la frustration, qui sont habités par la colère de ce qu'ils vivent depuis plus d'une trentaine d'années. Il y en a parmi eux certainement qui ont perdu des parents à l'est de la République. Moi, par exemple, à cause de cette guerre d'agression, moi j'ai perdu parents et sœurs tués à bout portant en 1996, si vous ne le savez pas. Rappelez-vous du procureur général Augustin Tshibamoupiana qui avait été tué à bout portant avec les membres de sa famille dans sa voiture. Donc, il y a certainement des gens, parmi ceux qui ont manifesté cette colère, vous n'allez pas demander à ces gens-là d'être raisonnables, d'avoir la raison. C'est difficile. Vous, j'arrive. Ouais. Je ne soutiens pas. Mais vous comprenez, Je comprends effectivement la colère de ses frères et sœurs, parce qu'il n'y avait pas que d'hommes. Il y avait aussi des femmes et il y en a encore, hein, pendant que nous parlons ici, les foules sont nombreuses dans les rues, manifester pour pouvoir effectivement exprimer leur désarroi, exprimer leur mécontentement, leur frustration vis-à-vis de ceux qui sont appelés à faire respecter les droits internationaux. Nous parlons ici de plus de 10 millions de morts depuis 30 ans aujourd'hui. Je condamne, mais en même temps je comprends également, parce que on pille, on viole, on tue, on éventre les femmes. Et Monsieur Mukwege, s'il n'y avait pas des victimes des viols, de violences sexuelles contre les femmes, elle ne serait pas appelée aujourd'hui réparateur des femmes. Elle ne serait pas bénéficiaire du prix Nobel de la paix. Donc c'est parce qu'il y a eu ces atrocités et également son apostolat pour pouvoir aller au chevet de ces femmes violentées lui a valu ce titre. Donc c'est pour dire que il faut relativiser, il faut comprendre la colère. Plus de 30 ans, les gens sont massacrés, sont tués, et le monde, comme on dit, est un village planétaire. Ce qui se passe ailleurs, ici les Congolais le voient. On voit par exemple, on défend l'Ukraine, on défend Israël, mais la RDC abandonnée à son triste sort, sans effectivement qu'il y ait un appui considérable pour mettre fin à cela. Bien au contraire, l'Union européenne donne 20 millions d'euros à cette même armée rwandaise, à ce gouvernement rwandais, j'allais dire, qui tue, qui pille, qui massacre en RDC. Donc quand les Congolais, quand les Congolais voient ça, ils sentent qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de l'injustice.
Et c'est pour cette raison, moi je comprends qu'il y a eu cette comment dire, ce déversement de la colère, ce débordement. Mais la police, effectivement, est venue faire son travail, à disperser ces manifestants, parce que la police a la raison, la police a la cohérence, mais la foule n'en a pas. Alors, c'est ce que vous pouviez avoir comme commentaire au sujet de ce débordement. Dieudonné, vous pensez-vous aussi que ce déferlement, on peut dire, de colère des manifestants est justifié dans ce contexte particulier où le pays est agressé par le Rwanda et ce soutien dont on parle notamment la communauté internationale, pour ne pas citer l'Occident, être beaucoup plus précis, la France, les Américains, dont on a toujours accusé dans ces stratégies des complotistes, et qu'effectivement, les manifestants ont eu raison finalement d'exprimer leur colère de cette façon-là. Oui, ils ont eu raison d'exprimer leur colère, mais nous dénonçons les scènes de pillage. Pourquoi, rappelez-vous, dans ce pays, nous avons connu déjà des scènes de pillage en 1991, en 1993, et ces pillages ont détruit notre tissu économique. Et aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de chômeurs dans la ville de Kinshasa. S'il faut transposer ça, c'est toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons des millions de chômeurs qui ont perdu de l'emploi parce qu'il fut une période où on a pillé Bata, on a pillé General Motors et d'autres multinationales qui avaient des filiales en République démocratique du Congo. Faire des pillages, ce n'est pas bien parce qu'au sein de ces représentations diplomatiques, que nous considérons comme des États, dans un État, il y a des Congolais qui y travaillent. Il y a des Congolais qui y ont trouvé de l'emploi. Quand nous pillons ces représentations diplomatiques, nous faisons reculer aussi notre économie. Parce que dans une représentation diplomatique, vous trouvez aussi des missions économiques. L'ambassade est là pour étudier les marchés, et connaître les débouchés, amener toutes ces informations à tout investisseur du pays d'origine qui veulent investir en République démocratique du Congo. Mais quand nous nous attaquons à ces ambassades, en fait, nous nous sommes attaqués aux États concernés. En l'occurrence, nous avons la France, les États-Unis d'Amérique. Il y a eu un petit mouvement vers la représentation diplomatique du Royaume de Belgique et quelques ambassades occidentales. J'ai rejoint le semi-analyste Henri Mutombo en une chose, quand il dit que la foule n'a pas d'âme, c'est un mouvement spontané. Je sais qu'il y aura des gens qui vont essayer de reprocher à notre police ou bien à notre armée d'avoir réagi tardivement, mais ce n'était pas une manifestation organisée. Nous connaissons ce que dit la Constitution et autres lois de la République. Quand vous voulez organiser une manifestation politique, ou bien pour réclamer une chose, il y a les régimes de notification, il faut informer à l'autorité urbaine. Ce qui n'a pas été le cas, il n'y a pas eu d'organisateur, il n'y a pas eu de meneur d'hommes qui pouvaient contrôler, surveiller, dire à la foule que non, attention, il ne faut pas faire des pillages, attention, il ne faut pas tuer, il ne faut pas blesser les gens. C'était un mouvement spontané. Et notre police, malgré qu'elle a été débordée, y compris l'armée, nous les félicitons parce qu'ils ont réagi avant que les pires n'adviennent. Pourquoi ? Il y a eu, par exemple, les pillages de la direction générale de la société des télécommunications Africell. Et un concessionnaire aussi a vu ses véhicules en vente pillés. Tout ça, ce sont des pertes économiques que nous pensons la police va faire le bilan, parce que du côté du bilan humain, s'il y a eu des morts ou des blessés, je pense que la police fera aussi le bilan du nombre de manifestants et aussi le bilan des biens économiques perdus au niveau des représentations diplomatiques et de quelques sociétés se retrouvant dans ces zones-là qui ont été victimes des effets collatéraux. Voilà ce que je peux dire en introduction. Mais s'il vous plaît, il faut faire très attention, Monsieur Boinali, quand vous parlez de scène de pillage.
des business des gens et des ambassades. Il faut préciser, la seule ambassade qui a été visitée, c'est celle du Rwanda. Les autres ambassades, il y a eu des manifestations dehors où les foules ont allumé des pneus devant. Donc il faut faire très attention parce que la situation est encore volatile. La situation est volatile, effectivement. Comme il a parlé. Je veux finir. Ouais. Donc ceux qui nous suivent ne doivent pas retenir qu'il y a eu, parce que vous savez, les réseaux sociaux peuvent prendre et transformer nos propos et les diffuser pour le besoin de la cause. Donc il faut ici faire cette nuance-là pour dire la seule ambassade qui a été visitée comme ça, c'est l'ambassade du Rwanda, et nous savons tous pourquoi. Et les autres ambassades, France, Belgique, non suivi des effets collatéraux. Voilà, ils n'ont effets collatéraux, ce sont vos mots, mais c'est plutôt à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur. Voilà, le message est passé dans ce sens-là. Où les gens, la foule a juste brûlé les pneus. Voilà. Bon, en fait, je voulais ajouter ceci. Les manifestants, bien que le mouvement était spontané, ils n'avaient pas l'objectif d'aller attaquer les ambassades. Voilà. C'était juste manifester devant ces représentations diplomatiques, dire les ras-le-bol, dire aux missions diplomatiques occidentales que nous en avons assez. Pourquoi? Vous vivez avec nous. Vous vivez à Kinshasa, vous avez même des consulats à l'intérieur du pays. Mais dans vos rapports, vous ne dites pas la réalité de ce qui se passe réellement à l'est du pays. Alors, s'ils ne disaient pas la réalité, excusez, je pense que ce n'est pas totalement vrai ce que vous dites, parce que s'ils ne disaient pas la réalité, et la France, Macron a condamné, le président de France a condamné effectivement la guerre de l'Est, et c'est sur base effectivement. Mais l'Union africaine a 54 États. Oui. Combien José Junior Ouawa ont dit la vérité que cette guerre, à la base, c'est une guerre pour le contrôle des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et c'est à compter au bout du doigt. C'est pour cela que je vous dis, ces manifestants n'avaient pas pour but d'aller piller ou bien détruire. Ils sont partis pour, comme un mouvement de pression, faire la pression sur les chancelleries occidentales afin de faire de changer la donne sur les terrains. On ne devrait pas s'éterniser autour de ce qui s'est passé aujourd'hui. Allons dans les causes profondes de ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est plutôt les causes de la guerre. Le Rwanda accuse la RDC de pouvoir d'héberger les FDLR. Vous savez que ce sont des miliciens de ce groupe armé qui ont quitté le Rwanda à un certain moment, en 1994, après le génocide rwandais. Et aujourd'hui, Kinshasa dément toujours d'entretenir des relations avec ces mouvements qui, selon le Rwanda, veulent plutôt déstabiliser le pouvoir de Kigali. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, et le Rwanda qui justifie aussi son intervention, la présence de ces militaires à RDC, par le fait de pouvoir étouffer cette rébellion, cette insurrection sur les sols congolais au lieu d'aller à Kigali? Aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations qui ont été engagées. Vous vous rappelez pour parler du Luanda, de Luanda et puis de Nairobi, où on devait exécuter une feuille de route qui devait être mise en œuvre dans le cadre de ce pourparlers, effectivement, pour observer ce qu'on a appelé le cessez-le-feu. Aujourd'hui, on se rend compte finalement que ça ne marchait pas. Est-ce que vous pensez, avec l'évolution de la situation actuelle, on peut parvenir finalement à avoir ce cessez-le-feu pour engager de vraies discussions entre les deux pays et trouver une solution durable à la crise de l'Est du pays? José Junior Ouawa, ça fait plus de 30 ans que cette guerre perdure. Si vous comptez 1994 à 2025, ça fait 31 ans. Il y a eu une dizaine d'accords que les deux pays ont signés. Vous vous souvenez de l'accord d'Addis Abeba, vous vous souvenez du récent accord qu'avait signé Joseph Kabila avec le CNDP. On a signé autant d'accords. Le problème, ce n'est pas de signer les accords, le problème, c'est de les respecter. Permettez-moi de glisser un mot. On parle souvent de FDLR. Nous sommes en 1994. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quand vous faites les calculs, ça fait 31 ans. Si vous avez un combattant FDLR qui avait à l'époque 30 ans, vous lui ajoutez 31 ans, il a aujourd'hui 61 ans. Il a vieilli. Moi, je ne pense pas que la génération des FDLR
qui ont combattu en 1994, la majorité d'eux existent aujourd'hui. Peut-être on parle de leurs enfants ou arrière-enfants et qui ont emboîté les pas à leurs grands-parents et qui continuent la lutte. Et si cette question-là, je n'arrive pas à comprendre la position de Kigali. Je pense que c'est un bouc émissaire qu'on met sur la table pour faire chantage à Kinshasa. Bon, par rapport aux chances qu'il faut donner à la paix, moi je pense qu'une guerre se termine aussi par des négociations, une guerre se termine aussi par la voie diplomatique, mais quel interlocuteur avons-nous devant nous? Est-ce que par le passé, nous n'avions pas signé des accords? Quel a été le sort réservé à ces accords? Ont-ils été respectés par chaque partie, surtout la partie rwandaise? Moi, je pense que tout ce qu'on a demandé à la RDC par le passé, on l'a toujours fait jusqu'au sacrifice, brassage, mixage, non, partage des postes, il faut les intégrer même dans l'administration publique. Kinshasa a tout fait. On a ouvert même nos frontières en 1994. Il demande à la communauté internationale pour accueillir plus de 300 000 réfugiés. On l'a fait. Qu'est-ce qu'il faut demander encore aux Congolais? Je pense que c'est assez. 30 ans, c'est trop. Il faut que cette guerre prenne fin. Et peu importe les moyens que Kinshasa va utiliser. Parce que là, nous sommes en train de voir que c'est une solution militaire qui a été imposée à Kinshasa. En tant qu'État souverain, nous ne devions que réagir. Sinon, nous allons laisser nos compatriotes continuer à mourir. Nous allons laisser des villes et des localités continuer à tomber. Surtout que, n'oubliez pas, la province du Nord Kivu, c'est l'une des provinces contributives au budget de l'État. Nous avons 26 provinces. La province du Nord Kivu, c'est une province minière. Elle est dans les top 10 des provinces qui contribuent significativement au budget de l'État. Imaginons aujourd'hui, nous perdons toute la province du Nord Kivu. Ce sont les recettes fiscales, les recettes douanières. Nous avons un aéroport international à Goma, qui fait entrer beaucoup de recettes via la régie des voies aériennes. On va y revenir. Je ne cite que on va revenir. Je sais cette entreprise publique. Les exemples sont légion. Vous avez l'OCC, vous avez la DGRAD. Je propose qu'on puisse y revenir voilà. Parce que vous êtes dans les secteurs économiques. On va revenir sur les conséquences économiques de cette guerre. Monsieur Mutombo, je parle aujourd'hui, par exemple, de AFDEL, MLC, RCD, CNDP, aujourd'hui M23. Ça fait quand même une dizaine de rébellions que la RDC a connues, toujours à partir de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, mais cette fois-ci principalement le Rwanda. Et comme Dieudonné l'a dit, il y a toujours des accords qui ont été proposés et qui ont été signés à un certain moment. Le Rwanda accuse Kinshasa n'a pas fait suffisamment d'efforts pour justement signer ces accords. Et Kinshasa se défend en disant effectivement j'ai accepté, j'ai rempli ma part de contrat en acceptant beaucoup, en faisant beaucoup de concessions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec les demandes du Rwanda qui exigent de pourparlers directs entre Kinshasa et le M23 et que Félix Tshisekedi, le chef de l'État, refuse de négocier directement avec le M23, vous pensez qu'on peut atteindre un dénouement de la situation au stade actuel où il y a ce qu'on peut appeler le statu quo entre les deux parties? Oui, merci beaucoup. En principe, il ne devait pas y avoir des accords entre le Rwanda et nous si le plan des Occidentaux n'a pas été planifié pour la déstabilisation de la RDC. Le Rwanda, le président Kagame notamment, c'est un troll, c'est un cheval de Troie, c'est un pantin choisi par l'Occident pour pouvoir déstabiliser le Congo dans le seul but, effectivement, de piller les ressources minérales, hein, toutes les richesses que nous avons sous le sous-sol du Kivu. Mon ami et frère Dieudonné Boanali l'a dit ici, c'est une guerre purement économique dont le seul leitmotiv, c'est le pillage de nos minéraux. Donc, ce qui arrive en 1994, quand le président Kagame conspire contre l'ancien régime du président Habyarimana et là-bas,
parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de rapports, même Charles Onana, non, mais ce n'est pas certifié. Onana a été condamné justement parce qu'on a dit que ces faits n'étaient pas vérifiés. Donc, vous ne pouvez pas aller jusque-là voilà, parce que ce n'est pas certifié que c'est Kagame. Moi, j'assume mes propos. Ouais. J'assume mes propos. Mais pas sur ce plateau. D'accord. Avec des propos certifiés. Voilà. Donc, comment il conspire contre le régime du feu président Habyarimana avec le soutien de l'Ouganda, l'avion est bombardé et Habyarimana est mort, la communauté internationale avait un plan derrière. Chasser Mobutu, qui était déjà affaibli, de telle sorte que le Congo soit envahi et que l'on puisse effectivement partitionner cette nation, créer un micro-État qui sera sous la supervision du Rwanda, où les impérialistes viendraient piller à souhait, piller à satiété, comme ils l'entendent. Mais ils ont été butés depuis jusqu'à ce jour par ce sentiment des Congolais de vivre ensemble. C'est l'un des éléments qui fait échec, l'un des éléments qui font échec effectivement à cette conspiration contre la RDC. La question des FDLR, c'est une question fallacieuse. Parce qu'aujourd'hui, ces FDLR menacent plus la quiétude, la sécurité et la paix en RDC qu'au Rwanda. Le Rwanda n'a jamais connu des problèmes venus ou une menace venant de FDLR. C'est la supercherie. C'est effectivement le poison rwandais, comme le dit le ministre de l'Information. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la conspiration, ils sont dans la délation. Ça, c'est le caractéristique, effectivement, du régime rwandais. Donc, et appuyé, bien entendu, par cet Occident. Pour moi, le Rwanda, j'ai toujours dit que c'est la tête de pont de l'Occident. Donc, aujourd'hui, va falloir clarifier les choses. Le discours du Rwanda est creux. Il est d'une vacuité, mais légendaire. Parce que tout ce que le Rwanda avance comme raison est rempli d'une fausseté notoire. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a montré à la face du monde toute la bonne volonté possible pour pouvoir faire la paix avec le Rwanda. Mais malheureusement, comme le président rwandais, pour moi, c'est un sadique, et dans cette logique selon la doctrine même de sa vision des choses, la doctrine militaire du pays qu'il dirige, c'est une doctrine de guerre, de pillage, de massacre, de viol. Et il continue dans cette lancée. Le seul espoir pour nous, c'est de faire la guerre. Alors, c'est ça ma question, justement. Si vous pensez, je vous redonne la parole, si vous pensez effectivement, comme les autres, que les efforts diplomatiques n'ont pas abouti et qu'il faille la guerre entre la RDC et le Rwanda, le chef de l'État a rencontré le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, pour évaluer justement la situation sécuritaire. Certains disent que c'était l'occasion pour le chef de l'État de leur annoncer son intention justement de déclarer la guerre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la seule option qui reste pour pouvoir trouver la solution? Oui, la guerre, comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. La guerre contre le Rwanda, on peut ou ne pas la déclarer. Parce que nous sommes déjà en pleine guerre là. Ils ont traversé nos frontières, 13, 14, à Gisenyi. Ils sont rentrés sur le territoire congolais. Au vu et au su de tout le monde, le Rwanda ne se cache plus. Pourquoi? Parce que il a été démystifié. Ceux qui pensent, par le président Tshisekedi, ceux qui pensaient que Paul Kagame c'était un bon manager, c'était un bon leader qui fait évoluer son pays, aujourd'hui se sont rendus compte que ce n'était qu'un, un tombeau blanchi. Donc, les chiffres maquillés, ce semblant de croissance, c'est issu de pillage de notre territoire. Donc, aujourd'hui, la guerre est une réponse aux souffrances. Je corrige, hein, il n'y a pas que des pillages de la RDC. Si cela pouvait se vérifier, le Rwanda bénéficie effectivement des appuis de la communauté internationale, de ses partenaires étrangers. J'arrive. Ces pillages ne sont pas certifiés que le Rwanda
Sa croissance est basée sur le pillage. La croissance maquillée, entre guillemets, du Rwanda est basée sur le pillage de nos ressources. Parce que ce que le Rwanda bénéficie, parce que l'économie du Rwanda, il faut le dire, est basée sur l'appui budgétaire extérieur, à plus de 40%. Mais pour moi, j'appelle ça comme ça, c'est le retour sur le pillage, hein, sur le bien. L'économie, on revient, j'ai promis qu'on va revenir. On est encore permettez-moi dans les aspects politiques. Oui, permettez-moi que vous répondiez à la question, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a le moyen de faire la guerre? La RDC a les moyens de faire la guerre. Pendant que la situation piétine à l'Est, et nous ne sommes pas encore en mesure de bouter l'ennemi dehors, on est quand même capable d'aller au Rwanda combattre. Monsieur José Junior Owa, je regarde droit dans les yeux, je parle à votre âme et même à celle de ceux qui nous suivent. La RDC est capable de faire la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce nous avons qui les bloque hommes. et qu'au niveau local, on n'arrive pas justement. Non, il n'est pas question. Non, quand vous dites on n'arrive pas, moi je pense parce que ça faisait presque 3 ans que les rebelles sont là, on n'arrive pas, en tout cas. Le président de la République a donné la chance à la diplomatie, à la paix. Il a donné la chance à la diplomatie et à la paix. Il a d'abord, si vous voulez, quand il arrive au pouvoir, il fait le tour de la sous-région pour aller visiter tous les voisins, pour leur demander de faire la paix, principalement avec le Rwanda, où les accords économiques les partenariats économiques ont été signés, Rwandair et d'autres, sociétés, voilà, pour les 3T. Évidemment pour l'exploitation de l'or, mais cela ne suffisait pas. Parce qu'un voleur, quelqu'un qui est habitué à voler, vous ne lui demanderez pas de devenir quelqu'un de rationnel. Donc, le président Kagame, c'est quelqu'un d'irrationnel. Donc, ce que le président Tshisekedi... C'est quand même un chef de l'État, je pense que mais lui, il a traité mon président d'idiot. Ça, c'est lui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça sur un Il est irrationnel, monsieur, parce que ce qui se passe aujourd'hui... Je veux que vous retiriez... Je ne retirerai pas. Alors, ça vous engage vos propos? Ça m'engage. Allons au fait. J'assume. Allons au fait. Est-ce que la RDC, qu'est-ce qu'elle dispose aujourd'hui pour faire la RDC est la 8e puissance militaire en Afrique. La RDC a les moyens, il a les hommes. Rappelez-vous ici que nous avons dénoncé l'infiltration dans notre armée et je crois que c'est une question qui est minutieusement étudiée et je crois que la responsabilité est en train d'être donnée aux patriotes qui peuvent faire le boulot parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Goma hier. C'est pour vous dire que la RDC a les moyens. Et je crois, j'en appelle à la réduction du train de vie des institutions pour que les moyens considérables, consistants, soient donnés à notre armée pour qu'elle fasse le travail. Parce que cette guerre, il est temps maintenant d'y mettre fin. 30 ans après, ça suffit. Le Rwanda, c'est un tout petit pays qui ne peut pas neutraliser la RDC, qui ne peut pas humilier la RDC. Nous sommes la plus grande nation, parmi les plus grandes nations d'Afrique et du monde. Ce pays a la prophétie de la grandeur. Ce pays a la mission de la grandeur. Et ce que vous avez vu ici, vous savez, monsieur José Junior Owa, je vais vous dire, parfois on oublie les Congolais. Rappelez-vous du 4 janvier 1959, c'était également comme ça, de manière inattendue, que les Congolais étaient sortis pour dire non à l'esclavage. Rappelez-vous de tout le combat politique que nous avons mené dans ce pays pour la liberté, pour le respect des droits de l'homme, contre l'oppression des dirigeants. Rappelez-vous du combat que nous avons mené avec Etienne Tshisekedi pour que l'alternance arrive aujourd'hui. Donc ceux qui sous-estiment les Congolais, parfois ils ne connaissent pas ce peuple. Donc aujourd'hui, j'insiste et je persiste pour dire que le Congo, la République démocratique du Congo, dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est capable de mener une guerre victorieuse contre le Rwanda. Le message passé. Est capable de mener une guerre victorieuse. Donc je précise bien les mots, parce que les Congolais de manière générale, moi Henri Mutombo, je suis imbu de cette nation. Les Congolais de manière générale sont imbus de leur nation, de leur pays. Et c'est pour cette raison que vous voyez le courage qu'a démontré notre armée hier, c'est parce qu'ils sont imbus de leur pays et ils ne pouvaient pas accepter le message une énième la question humiliation. était de savoir si la RDC était capable de mener la guerre
contre le Rwanda actuellement. Je rappelle quelques chiffres. La RDC, c'est 166 580 militaires. Le Rwanda, c'est autour de 33 000 militaires. La RDC a au moins 31 000 parachutistes et paramilitaires. Et je veux dire les réservistes et 10 000 paramilitaires. Le Congo, c'est quelque chose de... C'est quelques 850 millions de dollars de budget, alors que le Rwanda est autour de 170 millions de dollars. Vous voyez, sur papier, est-ce que déjà on peut se contacter sur papier, un pays de 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres, face à 2 un pays... 345 410 km². Voilà, face à un pays de 26 000 km², que sur papier, la RDC gagnait une guerre contre le Rwanda, M. Dionné. Oui, je partage l'avis de Harry Mutombo. La RDC est capable de faire une guerre et de la gagner. Mais les problèmes, c'est quand et comment. Vous savez, nous sommes un pays qui a une forte taux de croissance économique. Et cette croissance économique est tirée essentiellement du secteur extractif, les ressources naturelles. La guerre que nous impose les Rwandais, c'est aussi une guerre liée à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. J'en reviens, parce que la guerre a un soubassement économique. Principalement, vous avez l'or et les 3T. Maintenant, je vous réponds, quand vous parlez de la guerre, il y a des options. Il y a l'option militaire, il y a l'option économique, il y a l'option diplomatique, il y a l'option communicationnelle. La guerre n'est pas seulement militaire, prendre les armes, les hommes, les envoyer sur le terrain. Moi, je vois plutôt, la guerre dont vous êtes en train de parler, je vois plutôt la guerre économique. Sous d'autres sièges, ça te fait fermeture des frontières. Si ces pays-là dépendent de votre énergie, vous coupez les gaz comme la Russie fait avec l'Union européenne qui soutient l'Ukraine. Moi, je vois la guerre sous l'angle, les volets économiques. Mais j'aimerais ajouter dans vos statistiques que vous avez oublié de mentionner que la République démocratique du Congo, c'est plus ou moins 100 millions d'âmes. Et dans ces plus ou moins 100 millions d'âmes, vous avez une majorité des jeunes. 65%. Non, mais 65%. Vous avez un politique, vous avez la faire parole, la guerre, c'est disposer aussi. Un politique, j'étais le nom, a dit que le Congo ne mérite pas ce qu'il est parce que aujourd'hui vous avez un pays de 100 millions d'habitants, selon des dernières estimations, parce qu'il n'y a pas de statistiques. Malheureusement, moins de 10%, moins d'1%. Nous avons une grande démographie. Dans l'armée. Comment vous pouvez compter face à une jeunesse qui ne s'engage pas? Mais la jeunesse ne s'engage pas parce que nos partis politiques, la majorité, ont échoué lamentablement dans les missions qui leur sont reconnues par la loi. Parce que la mission des partis politiques, c'est d'encadrer les militants. Quand vous êtes au pouvoir, vous encadrez les élus, vos élus, vous continuez aussi à encadrer vos militants. Parce que, regardez ce que nous avons connu aujourd'hui. Si certains manifestants ont débordé et se sont livrés à des petites scènes de pillage, parce que ces militants ne sont pas bien encadrés au niveau de leur parti politique. Manque de civisme. Voilà, il y a l'incivisme. S'ils étaient bien encadrés, on allait leur dire, attention, ça c'est une représentation diplomatique, voici là où notre combat peut se limiter. On peut faire ceci, ça on ne peut pas faire. On allait leur dire, on n'allait pas arriver à ce qu'ils ont fait là, par exemple, aller mettre allumer des pneus devant les représentations diplomatiques. Maintenant, je rentre. Il y a notre police nationale congolaise. Nous avons beaucoup de policiers en nombre supérieur que celui du Rwanda. Vous avez suivi, j'ai suivi les porte-parole de l'armée qui a annoncé qu'au moment opportun, même notre police sera appelée à contribution dans le cadre de l'effort de guerre. Ça dit tout, que nous avons une supériorité numérique sur tous les plans. La démographie, le nombre de militaires, le nombre de policiers, le nombre d'engins, la superficie même du pays. Je rappelle que l'Israël est entouré par tous les grands pays arabes, mais l'Israël a en tête de se poser comme une puissance militaire de la région. Mais c'est les États-Unis. Les Amériques, c'est les États-Unis. L'Israël ne combat pas seul.
il y a la même mise, États-Unis et la Grande-Bretagne. Il y a le soutien de la Grande-Bretagne, il y a le soutien de l'Amérique. Je pense que j'affirme que nous avons les capacités militaires, les moyens, avec la loi sur la programmation militaire, avec l'augmentation significative et chaque année budgétaire du budget alloué à notre armée. Je pense que nous sommes de loin supérieurs en termes de moyens mis en contribution par notre gouvernement à notre armée pour faire face à la guerre et la gagner. Mais le problème se situe, moi je vous ai dit la période et comment la faire. Nous sommes dans une période où notre économie est tirée vers les hauts. Si nous faisons la guerre, nous allons porter un coup dur sur notre économie. C'est comme si on va se tirer une balle dans les pieds. Mais si nous ne faisons pas aussi la guerre, c'est une partie de notre territoire national qui est partie. Qui risque de partir. Je pense que c'est aux stratèges. Moi, je ne suis pas conseiller du président de la République. Nous analysons, nous donnons des idées. C'est aux stratèges, les conseillers de la République, ils sont là. Les ministres de la Défense et les autres ministres de la République, ils sont mieux passés pour proposer 6, 8, 12 solutions au président de la République et choisir la meilleure, celle qui va nous permettre de ne pas porter un coup dur sur la croissance économique et aussi de ne pas continuer à perdre des localités et chaque jour. Et alors, je pourrais placer un mot. Oui, alors je place un mot pour dire la guerre, je dirais la guerre, donc la guerre militaire, le côté militaire. Quand une nation s'engage à faire la guerre, elle n'est pas seule. Hein. Le Rwanda peut avoir ses soutiens. Nous aussi, dans notre stratégie, nous devons identifier nos soutiens à nous, qui soient au même pied d'égalité ou en termes d'influence ou de force supérieure au soutien du Rwanda. Identifier ces soutiens-là et négocier avec eux de telle enseigne que, au niveau technologique et au niveau matériel, que nous puissions bénéficier de cela pour mener cette guerre-là. Donc, il est possible... et surtout se mettre au même niveau de la technologie que notre adversaire. Que l'adversaire possède. Donc voilà. Et c'est de ça, effectivement, qu'il s'agit. Donc je voudrais un peu contredire Dieudonné quand il dit on peut, puisque maintenant l'économie est en forte croissance et que si nous menons la guerre, on risque d'avoir des soucis. Pas du tout. Il faut juste identifier, comme je viens de le dire, les partenaires dans le monde, moi je n'ai pas envie de citer ici, des partenaires dans le monde qui peuvent rentrer dans cette stratégie au niveau technologique. Si je l'ai dit, vous ne m'avez pas compris. Non, je vous ai compris, j'arrive. Nous venons de bénéficier de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Mais pourquoi vous m'arrêtez? La Banque mondiale s'est annoncée aussi avec une enveloppe de 1 milliard de dollars. En interne, vous êtes sans ignorer que notre gouvernement a augmenté sensiblement les budgets alloués aux investissements. Mais moi, je me dis, avec l'effort de guerre, si on prend tous ces moyens qui seront alloués demain, déjà on a commencé à financer certains projets d'infrastructure. Je termine, je pense que j'ai juste une minute. Vous prenez tout cet argent, cette manne financière, vous la mettez dans l'effort de guerre. Vous stoppez l'élan de votre économie, vous faites la guerre. Et n'oubliez pas que nous faisons partie des pays les plus pauvres de la planète. Combien vient par jour? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Et puis, je ne pense pas les institutions de Bretton Woods qui nous prêtent de l'argent et seront contents si nous prenons les 4 milliards. J'ai additionné 3 milliards du FMI, les 1 milliard de la Banque mondiale, sans compter les milliards qu'on nous donne pour le soutien à la gratuité de l'enseignement. Nous prenons toute cette manne financière, on les met dans l'effort de guerre. S'il vous plaît, il y a la clameur publique qui réclame justement qu'il y ait une confrontation directe entre les deux pays. Effectivement. Notre armée doit s'habituer à cette lutte-là, hein, de corps à corps, comme on dit. Mais je voudrais vous rencontrer. Vous savez, quand le FMI ou la Banque mondiale vous apporte un appui budgétaire, il y a ce qu'on appelle... C'est pour investir dans les secteurs de croissance. Allez-y, laissez-les terminer, mais soyez bref. Je vais être très bref. Ouais. Quand il y a l'appui budgétaire de ces institutions de Bretton Woods, il y a des postes budgétaires spécifiques
pour lequel ce financement est donné. Donc on ne peut pas prendre cet argent pour aller financer la guerre. N'oubliez pas que nous-mêmes en interne, nous avons des mobilisations de recettes qui sont importantes. Donc la RDC ne vit pas que, parce que quand vous dites ça, ceux qui suivent peuvent croire que la RDC ne vit que de l'appui budgétaire extérieur. La RDC elle-même mobilise les recettes. Aujourd'hui, je parle aussi en interne du budget alloué aux investissements. De toute façon est mais passé. c'est pour dire que il y a des postes budgétaires bien identifiés, spécifiques, pour lesquels ces fonds sont alloués. Alors, pour la RDC, les moyens issus du financement local, si je peux le dire ainsi, du financement de mobilisation de recettes au niveau local, peuvent aider de manière que cette guerre-là soit menée par la RDC. Est passé. J'ai Une un petite homme de divergence. presse. Non, s'il vous plaît, Je ne suis pas pour la guerre, je suis plus- pour l'économie. Votre message est passé. Alors, la guerre politique, la guerre diplomatique, la guerre économique et aussi la guerre communicationnelle. Joseph Kabila l'a dit à son temps qu'il avait 3 options sur la table. Il fallait la diplomatie, il fallait la politique, il fallait l'économie aussi, les militaires, je vais dire. On a compris que les militaires, oui, la RDC peut s'offrir le luxe de mener une guerre contre le Rwanda avec tout. Parce que sur papier, ça a été démontré qu'on gagnait la guerre contre le Rwanda. Aujourd'hui, la guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre aussi communicationnelle, une guerre de l'information. On voit finalement que les réseaux numériques, sociaux numériques sont inondés avec le message du front. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de désinformations et que souvent, par moments, ça démoralise les troupes, que ce soit rwandaises, que ce soit congolaises, que ce soit celle de M23 sous le terrain. Est-ce que la RDC, la stratégie communicationnelle de la RDC, avec le ministre Mouyaya, tient debout face à l'armée numérique rwandaise dans cette guerre? Écoutez, je voudrais qu'on retienne une chose. Ce que je veux dire, je ne suis pas dans l'angélisation des leaders ou d'acteurs politiques. Loin de moi, cette présomption d'être dans l'angélisation des acteurs. Mais si après Laurent Désiré Kabila, c'est Tshisekedi qui était arrivé au pouvoir, on ne serait pas dans ce pétrin dans lequel nous sommes. Il faut reconnaître, il faut le dire. On n'est pas dans la guerre de responsabilité, dans le querelle, j'allais dire, des responsabilités, mais il faut pointer du doigt des acteurs qui nous ont amenés dans ce désordre. On est pris par les temps. Ma question est précise. Est-ce que notre stratégie communicationnelle dans cette guerre est appropriée? Nous avons une stratégie appropriée. Donc j'étais en train de dire ceci. Ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a des acteurs qui en sont responsables. Il faut les désigner, il faut les pointer du doigt, notamment le régime Kabila. Alors, Tshisekedi paye le pot cassé de ce qui s'est passé avant son accession au pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas la question que j'ai posée. Alors, la question que vous avez posée, je dis maintenant ceci. Quand il arrive au pouvoir, lui qui est civil, fait effectivement face à un militaire qui est président rwandais, qui a été formé par les Américains dans tout ce qui est mensonge, manipulation. Et ayant compris cela, le chef de l'État a autour de lui des hommes et des femmes. Il y a une task force qui fait le travail. Nous également, nous participons à cette stratégie communicationnelle. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la même chose. Donc, je voudrais en profiter pour dire, aujourd'hui, par exemple, quand vous avez suivi Mouyaya, le ministre de l'Information, il a répertorié le profil, il a répertorié le caractère, il a répertorié les concepts même de cette guerre de communication que nous fait la partie adverse et nous a demandé comment se tenir. Il ne faut pas croire en tout. Quand il y a une image qui vous parvienne, qui vous arrive dans vos téléphones, il faut regarder la source pour pouvoir effectivement certifier si cette nouvelle est bonne ou pas. Donc, la guerre de communication, les Congolais la font déjà, mais va falloir améliorer. Moi, je crois que, par exemple, vous qui êtes de la presse, il faut qu'il y ait des moyens qui soient mis à votre disposition, d'accord, par le gouvernement, pour que vous soyez à la hauteur de cette guerre de communication. La RTNC seule ou la communication gouvernementale seule ne peut suffire parce que le Rwanda... Il y a ceux qui font la guerre de communication ne sont pas qu'au Rwanda. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, un peu partout dans le monde entier,
qui font cette guerre-là, nous également, nous devons faire pareil et faire plus, parce que nous avons l'avantage d'être beaucoup plus vaste que le Rwanda, avoir beaucoup plus d'âmes. Il a parlé de plus de 5 millions de Congolais. Donc, il faut identifier des acteurs qui font ce travail-là depuis des années, créer une sorte de consortium réunissant ceux qui sont capables de parler de la RDC comme nous sommes en train de le faire. Nous, on le fait par patriotisme. Voilà. Par patriotisme, comme j'ai dit au début, que je suis imbu de la RDC. Et tout de suite, quand j'ai reçu votre appel, malgré le brouhaha qu'il y a dans la ville, j'ai bravé les barrières je termine pour par la arriver question jusqu'ici. et je brasse les deux chez lui. Alors, vous avez dit les options politiques et on parle de l'engagement politique de nos leaders politiques de la RDC. Apparemment, depuis un certain temps, il y a un silence. Oui, à un certain moment, on trouve des communiqués un peu partout. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'engagement politique du côté au niveau national. Est-ce que c'est pas de nature à fragiliser les combats du président dans cette guerre-là? En tout cas, en un mot, oui, on va clôturer l'émission. Monsieur José, ici, je veux dire, nous ne devons pas avoir un patriotisme circonstanciel. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a des patriotes qui ont le patriotisme circonstanciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont l'occasion de parler de la RDC que quand il faut, par exemple, demander des postes ou quand il faut, par exemple, demander les moyens de faire campagne ou de se faire valoir auprès du chef de l'État des nombres de députés qu'on a en fait dans son parti politique. Alors que c'est le moment même qu'il fallait mobiliser, galvaniser les Congolais par le narratif de victoire pour pouvoir voir les Congolais se lever au lieu de les laisser faire comme ils ont fait aujourd'hui. Par-ci, par-là, je vais arriver. Non, malheureusement, 30 secondes, s'il vous plaît. Je me demande, le ministre de la jeunesse, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ministre de la jeunesse là, de notre pays, est-ce qu'il y a un ministre ou il y a une ministre? C'était en ce moment-ci que cette personne devait se lever pour pouvoir demander aux Congolais. Nous réunir, par exemple, au stade de Martyrs. S'enrôler massivement dans l'armée. Voilà, dans l'armée. Aller partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour aller porter le message de la défense de l'intégrité territoriale. Malheureusement... L'éveil patriotique, je crois, dans tout à fait. Ce ministère-là. Mais malheureusement, cela n'est pas fait. L'initiation à la nouvelle citoyenneté. Est-ce que vous pensez que la stratégie communicationnelle du gouvernement autour de cette guerre est appropriée? Et l'engagement politique de nos leaders, vous pensez que c'est suffisant pour donner un coup de pouce? En tout cas, sans flatter Patrick Mouyaya, chapeau à lui, je ne fais pas de la propagande pour lui. Depuis son avènement à la tête de ce ministère, nous ne disons pas qu'avant lui, ceux qui ont travaillé ont démérité. On a vu l'excellent Mende dans des moments pareils. Il allait vraiment se mettre vraiment, comment je peux dire, en évidence pour défendre la patrie. Mais ce que Patrick Mouyaya fait aussi n'est pas mauvais avec les changements des narratifs. C'est le concept que j'en prête à lui. Mais je trouve que la communication gouvernementale est bonne, mais pas suffisante. C'est comme si moi j'ai faim, vous me donnez à manger, mais je n'ai pas mangé à ma satiété. Moi je la trouve comme ça. Pourquoi je le dis? Nous avons en face un adversaire que nous appelons entre guillemets ennemi, parce que le chef de l'État a dit le peuple rwandais n'est pas notre ennemi, nous le soulignons, nous le répétons. Notre ennemi commun, selon Félix Tshisekedi, c'est le régime qui est à Kigali. Non, on ne revient pas sur ça. Par là, je voulais dire quoi? Vous dites que... vous avez en face le Rwanda, vous avez la RDC. En ce qui concerne les taux de pénétration du numérique, d'ailleurs, toi et moi, on allait participer à une conférence sur le numérique aujourd'hui en 7 ans, ni t'étais les événements aujourd'hui en ville, et on allait y être. Mais malheureusement, ça a été reporté. Les taux de pénétration du numérique, l'utilisation de l'Internet au Rwanda est très élevé. Nous devons les reconnaître par rapport à la République démocratique du Congo. Ça, c'est un handicap. Deuxièmement, nous avons un sérieux problème de desserte en électricité. Mais j'ai suivi le gouvernement dire appeler les Congolais, c'était bien, j'ai applaudi en tant que patriote. J'ai dit, on nous appelle à inonder le Facebook, les réseaux sociaux, à faire une contre-campagne. Hein? Parce que la guerre est aussi médiatique. Mais je me dis, mais ce message est destiné aux Congolais, évitant les milieux urbains. Et c'est la bonne voie, mais la population n'a pas d'électricité, la population n'a pas de mégas. Vous pensez que le leader politique, vous vous souvenez, les mêmes Mouyaya l'autre fois, répondant à une question de journaliste lors de son émission Briefing, parlait de
les caractères un peu ternes de l'engagement politique, notamment de leaders venant de ce partie du pays de l'Est, qui sont attaqués. Les autres ont cité le président de l'Assemblée, les autres ont cité le président du Sénat. Le vice-président. Oui, le vice-président du Sénat, que finalement, leur engagement n'était pas suffisant pour donner un peu du punch. Bon, moi, vous avez la même lecture, je n'ai pas la même lecture. Moi, je vis plutôt l'engagement timide et un peu tardif des leaders de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc, ce qu'ils font, c'est presque suffisant. C'est comme si tout le monde attendait, tout le monde commençait. Voilà. Que lui commence, alors, moi je vais réagir. Je crois malheureusement. Or, cet engagement devait être spontané, comme on l'a vu avec l'engagement du peuple citoyen, du peuple congolais aujourd'hui, comme on l'a vu aussi à Bukavu. C'est-à-dire on devait émettre c'est la même longueur d'onde. Et nos politiques et nos leaders d'opinion, et nous les peuples, on réagit de la même façon, comme on l'avait fait à l'époque de Kabila. Ça avait fait bouger les lignes et puis Goma avait été récupéré vite à l'époque. Voilà, je m'en voudrais si je ne posais pas une question, la dernière sur les questions sur l'aspect économique, parce que j'ai un fiscaliste, j'ai un journaliste spécialisé des questions économiques. L'impact réel sur le plan économique de cette guerre entre la RDC et le Rwanda. Prenez un aspect, tout simplement, par exemple la douane. Comment vous voyez, et par exemple les compagnies aériennes qui ne fonctionnent pas forcément comme c'était avant, comment voyez-vous en tant que spécialiste des questions économiques et financières, comment vous voyez cette guerre entre la RDC et le Rwanda? En un mot, vraiment, en une phrase, et nous terminons l'émission. Mais d'abord, vous êtes allé trop loin. L'exploitation agricole. Parce que le Kivu, moi j'y ai vécu, l'exploitation agricole, cette guerre a freiné l'élan de la croissance de l'exploitation agricole. Parce que si il n'y avait pas de guerre, s'il n'y avait pas cette agression, aujourd'hui, peut-être que la RDC, par l'exploitation agricole, exporterait même dans d'autres pays étrangers, parce qu'on avait déjà commencé à le faire. Donc ça a freiné cet élan. Et c'est pour cette raison que nous en appelons de tous nos voeux, à la fin de cette guerre, pour que c'est ce grenier-là, pour qu'effectivement l'exploitation agricole, l'agro-pastorale, reprenne de ces belles notes, de telles enseignes qu'effectivement notre pays soit mis aux avant-postes par rapport à ces secteurs. Et pour ça, je voudrais, pour finir, apparemment c'est le dernier mot, pour finir, je veux dire, en tout cas, nous devons une fière chandelle à notre armée et au peuple congolais, notamment ceux qui sont au Kivu. Ils ont bravé la peur depuis des années. N'eût été leur bravoure, cette partie de la République, nous l'aurions déjà perdue. Et c'est pour ça que je dis, nous devons une fière chandelle à ce peuple. Bravo au FRDC, gloire au FRDC, comme j'ai dit tout à l'heure, dehors avec mon peuple, FRDC Nguya. Dieudonné, conséquences économiques. Moi aussi, je profite par Sachid pour féliciter les forces armées et les services de sécurité pour le travail qu'ils sont tentés d'abattre pour défendre l'intégrité du territoire national. Maintenant, je dis ceci, notre économie est tirée par le secteur des ressources naturelles, cette croissance. Mais notre gouvernement nous chante jour et nuit diversification de l'économie. On ne peut pas s'en passer de l'agriculture sans on veut diversifier l'économie. Et depuis la nuit des temps, et presque dans tous les pays du monde, comme la Hollande, les grands pays agricoles du monde, l'agriculture a toujours été le soubassement de l'économie. Et quand vous regardez la carte agricole de la République démocratique du Congo, vous allez voir que les Kivu, vous ajoutez avec la Grande Orientale et les Grands Équateurs, cette partie-là de la République, c'est le grenier agricole de la République démocratique du Congo. Plus particulièrement dans les Grands Kivu, vous n'avez pas besoin d'engrais chimiques pour planter, parce que le sol est déjà très fertile. On n'aura pas fait les références voilà. d'histoire. Maintenant, je dis ceci, les conséquences de cette guerre a privé la RDC de voir les Kivu contribuer sensiblement au budget de l'État avec la production agricole. Nous avons des plantations, des quinquennats, des cafés, des cotons, des haricots, des pommes de terre et j'en passe. Et cette production-là a baissé. Pourquoi? Il y a déplacement des populations, surtout des producteurs, des mamans maraîchères. Merci Je termine par dire aussi, après Kinshasa et Lubumbashi, Goma est devenu notre hub sur le plan transport aérien.
Vous voyez, il y a une dizaine de compagnies aériennes, que je ne citerai pas ici, pour ne pas faire les publicités, qui commencent à faire l'escale à Goma. Et Goma, en ce qui concerne le budget du ministère des Transports, contribue beaucoup au budget de l'État. Nous avons intérêt à pacifier cette partie de la République démocratique du Congo, coûte que coûte, pour récupérer cette manne financière que nous perdons à travers la douane, à travers la douane et autres services publics. Merci beaucoup, Dieudonné Boanali, journaliste économique à Géopolis Forum, Monsieur Henri Mutombo, fiscaliste et chercheur dans les questions économiques et aussi écrivain. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Géopolis d'avoir suivi cette émission. Nous vous revenons à un autre numéro. Merci beaucoup. Toute confiance à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci, à très bientôt sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.